rendu du gouvernement. Compte rendu de la 44e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 23 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 44e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossier. 5. Enfin, examen et adoption de texte. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la recrudescence de la déstabilisation des institutions provinciales. Le président de la République a rappelé que dans le double objectif de consolider l'unité nationale, mise à mal par des conflits successifs, et de promouvoir un développement de proximité, les constituants a structuré notre État en 26 provinces. La ville-province de Kinshasa incluse toute dotée de la personnalité juridique et investit des compétences décentralisées conformément à la Constitution. Cependant, depuis la mise en place des institutions provinciales prévues par la Constitution, notre pays a été confronté à des tensions récurrentes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Ces conflits, souvent matérialisés par de motions de défiance, ont conduit à la destitution de plusieurs gouverneurs de province. Ces instabilités ont lourdement pesé sur le bon fonctionnement des institutions provinciales, entraînant d'importants retards dans la mise en œuvre des politiques publiques et freinant l'élan des développements administratifs et socio-économiques escomptés. Là où la stabilité institutionnelle devait servir de socle à la cohésion nationale et au progrès, elle s'est retrouvée compromise au détriment de conditions de vie de nos concitoyens. Par ailleurs, alors que même notre pays fait face à une crise sécuritaire majeure dans sa partie Est, crise qui requiert une mobilisation unitaire de toutes les forces vives de la nation, nous assistons paradoxalement à une recrudescence d'actes de déstabilisation dans certains exécutifs provinciaux. Une telle situation est de nature à fragiliser davantage l'unité nationale et d'entraver les efforts en cours pour restaurer la paix et reconstruire les zones sinistrées. Face à cette situation préoccupante, le président de la République a insisté sur l'impératif d'adopter sans délai des mesures concrètes visant non seulement à contenir les crises actuelles, mais surtout à prévenir leur extension et leur répétition. La stabilité des gouvernements provinciaux est aujourd'hui une exigence vitale pour garantir le bon fonctionnement de l'État et de préserver la cohésion nationale, a-t-il précisé. En conséquence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été instruit de procéder sous la coordination de la première ministre à l'examen prioritaire de cas de déstabilisation des institutions provinciales en cours ou en perspective. Il lui appartient de formuler, dans les meilleurs délais, des propositions des mesures préventives et correctives susceptibles d'être discutées et les cas échéants adoptés en marge de la 12e conférence de gouverneurs déjà programmée. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la prévention et la régulation des conflits fonciers dans le cadre de travaux de rocade de Kinshasa. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action pour un développement harmonieux et durable de la République démocratique du Congo,
le président de la République avait procédé, en date du 22 juin 2024 dans la commune de Mongafula, au lancement officiel des travaux de construction des nouvelles infrastructures routières dans la capitale, désignées sous l'appellation Rocade de Kinshasa. Ces chantiers d'envergure, à forte valeur stratégique pour la ville de Kinshasa, a-t-il souligné, visent à désenclaver les zones longtemps marginalisées, à fluidifier la circulation urbaine et à stimuler l'émergence de pôles d'habitat et d'activités économiques le long de corridors concernés. Il s'inscrit dans une démarche de modernisation du tissu urbain et de promotion de la cohésion territoriale. Toutefois, a soutenu le président de la République, cette dynamique de transformation, si elle n'est pas convenablement encadrée, peut engendrer de tensions foncières, notamment entre les occupants traditionnels ou historiques des terres et les nouveaux acquéreurs, attirés par le potentiel accru de ces zones en mutation, en raison des situations d'occupation informelle ou irrégulière du sol, ou dans les cas des opérations d'expropriation pour cause d'utilité publique qui doivent impérativement respecter les garanties légales et constitutionnelles. Face à ces défis et dans le souci de préserver la paix sociale, le président de la République a donné des orientations suivantes qui devront guider l'action gouvernementale déjà en cours. 1. Garantir une transparence totale dans toutes les opérations de gestion et d'attribution foncière à travers les procédures claires, accessibles et traçables. 2. Renforcer les mécanismes de concertation locale, associant autorités, population, anciens occupants et investisseurs pour prévenir l'apparition des conflits. Assurer les respects stricts de droits de toutes les parties prenantes, notamment en matière d'indemnisation équitable dans les cas d'expropriation, mettre en place des cellules de veille juridique et des médiations foncières pour anticiper des litiges potentiels. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a été engagée dans les initiatives et actions déjà prises à renforcer davantage la mise en œuvre rigoureuse de ces mesures qui est essentielle pour préserver la stabilité sociale, instaurer une gouvernance foncière responsable et équitable et accompagner de manière harmonieuse l'élan de modernisation urbaine porté notamment par les projets de Rocade de Kinshasa. À cet effet, elle a été instruite, ensemble avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, celui de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et habitat, ainsi que celui délégué près du ministère de l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville, à mettre en place un dispositif coordonné des régulations de contrôle et des médiations foncières autour de zones impactées par les travaux précités. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué principalement par le suivi de la situation de nos populations dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui font face aux arrestations répétées lors de visites domiciliaires opérées durant la nuit par les supplétifs et les occupants. Mettant l'accent sur la gouvernance sécuritaire, il a fait état de sa visite de travail à Kenge, en province du Kwango, en vue de sensibiliser la population et les communautés locales sur la nouvelle approche sécuritaire. À Kinshasa, le ministère de l'Intérieur déploie le projet Smart Kinshasa qui vise à améliorer la connaissance en temps réel de la situation sécuritaire, la collaboration interservices et les capacités de commandement via les technologies de l'information et de la communication. Ces projets permettront d'optimiser l'efficacité opérationnelle de la police nationale congolaise lors d'événements majeurs et urgences tout en renforçant la confiance du public. Ensuite, il a abordé les volets liés aux sinistres et catastrophes. En application des résolutions prises par le gouvernement visant à procéder
au nettoyage de zones non édificantes, il a rapporté que la commission interministérielle chargée des démolitions des constructions anarchiques a dressé la liste des sites problématiques regorgeant de constructions illégales dans des espaces réputés non édificantes. Il a fait les points sur les opérations en cours et l'inventaire des besoins logistiques nécessaires à l'exécution de cette mission. Le vice-premier ministre a terminé son rapport en informant le Conseil de la situation aux frontières, et de certaines autres opérations en cours dans son secteur. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, est pour sa part revenu sur la situation sécuritaire sur les différents fronts dans l'est du pays principalement. Les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur dispositif face aux ennemis de la paix dans les zones touchées par la violence, notamment dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu de l'Ituri, ainsi que dans les triangles Kinshasa, Congo central, Grand Bandundu. Il a également informé le Conseil de la fin des opérations d'exfiltration des éléments de FARDC et de la police nationale congolaise de la base de la MONUSCO Goma vers Kinshasa. Ces éléments ont été conduits vers un centre militaire pour leur récupération psychologique et réarmement moral. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a salué la collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, CICR, qui a facilité cette opération. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que la conjoncture économique en République démocratique du Congo est demeurée stable aussi bien sur les marchés des biens et services que sur celui d'échange. Il s'agit d'une stabilité justifiée par les maintiens de politiques monétaires et budgétaires prudentes ainsi que la bonne coordination de celle-ci, sans oublier la poursuite d'une bonne régulation de la liquidité bancaire. Au cours de la troisième semaine du mois de mai 2025, le taux d'inflation s'est chiffré à 0,14% contre 0,13% la semaine précédente. En cumul annuel, l'inflation s'est portée à 3,34%, un recul de 2 points par rapport à la période correspondante en 2024. Au 15 mai 2025, les taux d'échange s'est établi à 2850,17 francs congolais à l'interbancaire et à 2863,51 CDF au parallèle. Comparativement à la situation observée au 9 mai 2025, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,1% tant sur les marchés officiels que parallèles. Quant au rythme hebdomadaire de cours mondiaux, les principaux produits des bases importés et exportés par la RDC ont généralement connu une hausse, c'est le cas du prix du pétrole, de la tonne du cuivre ou encore du cobalt. La gouverneure de la Banque centrale a formulé une série de recommandations en vue de consolider la trajectoire de la stabilité et de la résilience. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a fait le point de cette situation en République démocratique du Congo. Pour ce qui concerne le Mpox, la tendance à la 19e semaine est marquée par une baisse des cas suspects du 2157 à 738 du début de l'année 2024 jusqu'à la période sous examen. Le cumul est de 107 121 cas suspects, dont 21 270 cas confirmés et 1800 décès, soit une létalité de 1,65%. Les actions de riposte se poursuivent normalement, y compris les opérations de vaccination qui ont nouvellement été lancées dans 3 zones de santé dans les provinces du Sud Kivu. Quant au choléra, la tendance au cours de la période épidémiologique sous examen est caractérisée par une baisse du nombre de nouveaux cas, passant de 2037 à 1667 cas suspects, dont 32 décès. Les dispositifs de riposte opérationnelle, notamment avec la prise en charge gratuite des malades et l'intensification de la surveillance et des investigations dans les zones de santé affectées. Les ministres de la Santé a par la suite passé en revue les actions menées en faveur des sinistrés des inondations dans la ville de Kinshasa. Par ailleurs, il a fait mention de l'adoption
au cours de la 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé tenue à Genève le 20 mai 2025, de l'accord sur les pandémies qui vise à stimuler la collaboration mondiale pour assurer une réponse plus forte et plus équitable aux futures pandémies. Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a présenté au Conseil la note relative à la prise en charge par les trésors publics des frais de participation aux évaluations certificatives des élèves du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il s'agit de l'examen national de fin d'études primaires et NAFEP, du test national des sélections et d'orientation scolaire, ainsi que des épreuves hors session et des sessions ordinaires d'examen d'État édition 2025. Afin de garantir l'égalité d'accès aux évaluations nationales pour tous les enfants, quelles que soient leurs conditions géographiques et sécuritaires, le gouvernement avait pris en 2024 la décision saluée de couvrir intégralement les frais de participation aux évaluations certificatives pour les élèves du Nord Kivu. Parlant de l'exécution financière de cette mesure, elle a précisé que 2/3 du montant requis ont été liquidés par les trésors publics et les restes devraient être mis à la disposition dans un bref délai. Considérant qu'en 2025, la situation sécuritaire est plus préoccupante et suivant les instructions du président de la République lors de la 35e réunion du Conseil, le vice-ministre a tenu à rassurer les parents d'élèves quant à la prise en charge effective des frais liés à ces évaluations certificatives dans les zones concernées pour préserver le droit à l'éducation et à l'évaluation équitable pour les 718 558 candidats finalistes concernés. Note d'information relevant du secteur de l'énergie. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a présenté à l'intention du Conseil les points saillants en rapport avec la finalisation du projet de construction des lignes et réseaux associés à la centrale hydroélectrique de Kakobola, tout en soulignant l'aspect de sa prochaine opérationnalisation. Il a rappelé que ce projet est réalisé en 2 phases. La première a consisté à la construction de l'usine de production électrique, la centrale hydroélectrique d'une puissance de 10,5 MW. La deuxième phase, quant à elle, consiste à construire les lignes de transport et les réseaux de distribution devant alimenter en énergie électrique les villes de Kikwit, Idiofa et Gungu, les missions catholiques Tochi et Athènes ainsi que les villages Bachamba. Quant aux aspects financiers, le ministre des Finances a été instruit à prendre en charge les frais permettant la finalisation des travaux. Il a aussi abordé la question de la réforme de la grande centrale de Kakobola en intégrant l'activité commerciale et technique ainsi que l'accompagnement d'une structure externe pour la commercialisation de l'électricité produite. Et à ces propos, il est aussi prévu la signature d'un arrêté interministériel fixant le tarif provisoire en faveur de la grande centrale de Kakobola en vue de faciliter sa commercialisation. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a évoqué l'importance pour la République démocratique du Congo de ratifier l'accord de l'Organisation mondiale de la santé sur les échanges. Étant membre de cette organisation depuis le 1er janvier 1997, notre pays a au fil des années adhéré progressivement à ses principaux instruments juridiques. Toutefois, plusieurs accords adoptés ces dernières années n'ont pas encore été ratifiés, notamment l'accord sur la facilitation des échanges et l'accord sur les subventions à la pêche. Or, ces accords constituent des enjeux majeurs sur le plan économique et commercial, sur la diversification économique et de l'industrialisation, ainsi que sur la stimulation de l'investissement étranger. Il a spécifiquement souligné que la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges constitue une opportunité de réforme structurante pour l'économie congolaise. La ratification permettra à notre pays de moderniser son commerce extérieur
de se positionner comme plateforme logistique régionale, d'accroître sa compétitivité, de diversifier ses exportations, renforcer ses capacités administratives et institutionnelles. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 43e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le vendredi 9 mai dernier. Au 4e chapitre relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, un dossier relevant du secteur de droits humains. Le ministre des Droits humains a soumis au Conseil les dossiers relatifs au projet de politique nationale de justice transitionnelle en République démocratique du Congo, laquelle répond de manière assumée et réaliste aux impératifs de paix et de coexistence pacifique. Elle a précisé que cette politique propose l'adoption d'une approche holistique incluant ces 6 piliers que sont le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation, les garanties de non-répétition, les questions transversales et la réconciliation. À la différence des mécanismes passés et opérant actuellement dans ces domaines, la politique nationale précitée est fondée sur les résultats des consultations nationales organisées à travers nos provinces. L'approche adoptée pour le renouveau de la justice transitionnelle vise également la contextualisation de celle-ci en prenant dûment en compte les situations de conflit et post-conflit coexistant dans le pays, ainsi que l'étendue de celui-ci, de la préconisation d'une approche décentralisée de la justice transitionnelle. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Au 5e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 13 textes ont été soumis à l'adoption ce jour, notamment des projets de loi relevant du secteur de la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a soumis au Conseil pour examen et adoption les projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Il a indiqué que dans la mise en œuvre de la loi en vigueur, il subsiste des catégories d'agents publics qui ne sont couverts par aucune protection sociale et sont exposés pour leurs vieux jours au risque d'une précarité quasi certaine, surtout qu'il s'agit de ceux qui exercent des fonctions très éphémères, notamment de fonctions politiques. Ainsi, le projet de loi modificatif a le mérite d'instituer un mécanisme de protection sociale adapté à la nature des emplois de ces catégories spécifiques d'agents publics qui ne font pas carrière et de ce fait ne peuvent souscrire au modèle traditionnel de sécurité sociale géré par répartition nécessitant une durée minimum de 15 ans de cotisation pour prétendre à l'ouverture de droits. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces textes. Projet de loi relevant du secteur de la justice. Le vice-ministre de la Justice, chargé du contentieux international, a soumis au Conseil pour examen et délibération les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 6 juin 2025. Après débat et délibération, ce texte a été adopté. Le ministre d'État, ministre du Budget, a pour sa part soumis au Conseil, pour examen et délibération, les projets de loi des finances rectificatives de l'exercice 2025. En effet, il contient un budget présenté en équilibre, en recettes et à dépenses, à hauteur de 50 691,8 milliards de francs congolais, équivalent à près de 17,2 milliards de dollars. Il dégage une régression de 1,7% par rapport au budget initial de l'exercice 2025
chiffré à 51 553,5 milliards de francs congolais. Il repose sur les indicateurs et agrégats macroéconomiques caractérisés par une croissance du PIB à 5,3%, un taux d'inflation moyen de 8,8% et fin période de 7,8%, un taux de change moyen de 2859,2 francs congolais le dollar américain et le PIB nominal de 239 489,7 milliards de francs congolais. La pression fiscale a légèrement baissé, allant de 15,1% à 12,5% suite à la baisse des recettes courantes. Le ministre d'État, ministre du Budget, a précisé qu'il s'agit d'un budget de combat qui prend en compte les effets néfastes de l'agression barbare dont est victime notre pays, les mesures gouvernementales de réduction du train de vie des institutions, les renforcements du crédit du secteur de la défense et de la sécurité, l'augmentation des charges liées au front diplomatique et communicationnel, les charges humanitaires, le programme PDDRCS ainsi que les démarrages du fonds d'investissement stratégique. Une attention particulière est également accordée à la poursuite de la mise en œuvre des principaux axes du programme d'action du gouvernement, à savoir la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, la poursuite du PDL 145 territoires, la diversification de l'économie, ainsi que les efforts pour la préservation du pouvoir d'achat de la population. Enfin, en vue de garantir la soutenabilité des finances publiques, ces collectifs budgétaires 2025 est élaboré dans les respects de l'objectif du solde budgétaire intérieur du programme avec le FMI. Il prend en compte un appui budgétaire de la Banque mondiale d'un équivalent de 165,4 millions de dollars en sus de 500 millions de dollars inscrits dans la loi des finances initiale, soit une enveloppe de près de 665,4 millions de dollars américains. À cela s'ajoutent les financements de 266,7 millions de dollars attendus du FMI au titre du programme FEC et FRD. Ces appuis budgétaires permettront de financer tant soit peu le gap creusé au niveau des investissements. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces textes. Projet des décrets relevant du secteur de l'industrie. Les ministres de l'Industrie et Développement des PME a soumis au Conseil pour examen et délibération 4 projets de décrets. Il s'agit respectivement du projet des décrets portant création, organisation et du Comité national de labellisation de start-up, du projet des décrets portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de pilotage de l'entrepreneuriat, du projet de décret fixant les dispositions de conditions et de modalités d'octroi des avantages et facilités à accorder aux entreprises disposant du label Start-up et aux entreprises incubées, et du projet des décrets portant modalités d'agrément des organismes privés d'aide à la création et d'encadrement de petites et moyennes entreprises de start-up et de l'artisanat. Après débat et délibération, tous ces textes ont été adoptés, y compris le projet de décret fixant les conditions et modalités d'octroi des avantages et facilités accordés aux entreprises disposant du label Start-up et aux entreprises incubées, qui fera l'objet d'une harmonisation avec le ministre des Finances. Projet de décret relevant du secteur de l'emploi. Le ministre de l'Emploi et Travail a soumis au Conseil pour examen et délibération 2 projets de décret. Le projet de décret déterminant les modalités de fixation et d'ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG, des allocations familiales minima et des contre-valeurs du logement. À ces propos, il a indiqué les critères socio-économiques qui sont pris en considération pour la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Il s'agit des critères sociaux et des critères économiques, et également pris en considération pour l'ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti, les critères suivant l'augmentation égale ou supérieure à 50% de l'indice de prix à la consommation, constaté par de relevés successifs séparés au moins
par mois d'intervalle sur toute l'étendue du territoire national. Après débat et délibération, les conseils de ministres a approuvé ces 2 projets de texte moyennant amendement. Projet de texte relevant du secteur de droits humains. Dans la suite du dossier qu'elle a précédemment présenté, la ministre des Droits humains a complété son dossier par la présentation des projets des textes relatifs à la mise en place de la politique de la justice transitionnelle. Le premier texte est un projet de loi organique et modifiant la loi organique numéro 13/011 du 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Le projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Le projet de décret portant mesures d'application de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le projet d'arrêté ministériel fixant les modalités de la tenue de la liste unique consolidée des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Après débat et délibération, les conseils ont approuvé tous ces 4 projets de texte. Commencé à 15h59, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 20h13. Je vous remercie.